à Poitiers de venir voilà, animer ce nouveau Data Sandwich sur ce sujet-là. Donc, je vais leur laisser voilà, la parole. Je vous remercie voilà, d'être venus nombreux, effectivement, les écouter. Et puis, voilà, place à votre intervention à tous les deux et aux échanges qui suivront par la suite. Merci. Et à la vidéo. Et à la vidéo, bien sûr, avant. Excuse-moi, Sylvie. On va d'abord passer la vidéo, effectivement, en premier. Je te laisse la mettre, du coup, Sylvie. D'accord. Vas-y. Je vais partager mon écran. Hop. Le territoire du futur. Un territoire qui propose un équilibre durable entre ville et campagne, lien social et technologie, low-tech et high-tech. Au cœur de cet équilibre, une ressource que nous possédons tous aujourd'hui, la donnée. Partager et utiliser la multitude de données à disposition aujourd'hui permettra de mieux vivre demain. Il n'est pas question d'exploiter nos données personnelles pour les revendre et mieux nous cibler. Non, il s'agit de mieux comprendre nos usages, nos modes de vie pour faciliter notre quotidien. Collectées par des capteurs, compilées par des professionnels ou tout simplement renseignées par n'importe quel habitant, ces données permettent de proposer de nombreux services. Les possibilités sont infinies. Nous pouvons tous, individuellement, écrire les technologies de demain pour améliorer les services publics. Ça commence par comprendre tout le pouvoir que chacun d'entre nous possède, nos données. Les données, c'est par exemple le trafic routier, la météo, la qualité de l'air, les menus des cantines ou encore les horaires de bus. Elles sont précieuses. C'est en les partageant qu'elles serviront à développer les services de demain. Un demain plus conscient des enjeux environnementaux, plus respectueux des modes de vie, plus collaboratif. Par exemple, en aidant à mieux consommer. Si Noé est arrivé à l'heure à sa réunion ce matin, c'est grâce à Pierre et son lampadaire intelligent. La start-up de Pierre, Intellux, conçoit des lampadaires équipés de capteurs qui récupèrent et redistribuent des données. Ce lampadaire ne se contente pas d'éclairer, il optimise la consommation en ne se déclenchant qu'en fonction de la luminosité ou même selon la dangerosité de la route. Il permet d'identifier facilement les pannes et de les localiser. Il peut aussi servir de relais pour d'autres équipements, mesures de passage de trafic piéton, points de comptage, bornes de recharge pour vélos électriques par exemple. Intellux permet donc d'optimiser les plannings d'intervention technique et permet de mieux consommer l'énergie. Il récupère les infotrafics qu'il redéploie pour fluidifier la circulation. C'est donc grâce à ce lampadaire que le GPS de Noé lui a indiqué de prendre un autre itinéraire suite à un accident sur son trajet. Ces données collectées par différents outils comme le système d'information géographique doivent être partagées. C'est ça l'open data. Pour développer des usages et applications pertinents, les données doivent être préparées et structurées maintenant. Partager ces données aujourd'hui, c'est préparer demain. Merci Sylvie. Donc du coup, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la première vidéo, elle est disponible sur la plateforme Open Data et comme vous pouvez le voir, elle est disponible sur la chaîne YouTube de Grand Poitiers. Donc on a déjà fait une première, on a une deuxième, on a une troisième qui va arriver. Voilà, on en a plusieurs, voilà, une petite série pour présenter tous ces sujets autour du partage de la donnée, de manière générale. Donc du coup, je vous laisse la parole, Monsieur Perrine, Monsieur Carré, du coup. Merci pour cette introduction et merci pour votre invitation. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui, hein, Philippe Carré et moi-même. Donc effectivement, tous les deux enseignants-chercheurs à l'Université de Poitiers dans le laboratoire XLIM. Comme vous l'avez dit, nous intervenons dans le master Objets connectés de l'Université de Poitiers. Et à ce titre, moi-même, Clancy Perrine, je suis responsable de ce master. Voilà, donc bon data sandwich et bon appétit peut-être à tous. Je vais partager mon écran. C'est ça, c'est un peu la philosophie. Hein, c'est que d'habitude à Cobalt, les gens viennent avec leur sandwich. On offre les premiers d'ailleurs, généralement les 10 premiers gratuitement. Et c'est comme ça traditionnellement. Donc bien sûr, vous avez le droit de manger derrière. Il n'y a aucun problème. C'est fait pour ça. C'est pour cette raison que vous avez demandé qu'on éteigne les micros, je pense. Non, non, après, les caméras, non, les gens peuvent l'allumer de temps en temps s'ils veulent nous montrer ce qu'ils mangent. Il n'y a aucun problème. Hein. Ok, très bien. Donc, on va se partager la parole avec Philippe Carré. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des objets connectés intelligents.
Donc tout d'abord, en guise d'introduction, on voudrait vous parler du laboratoire XLIM de l'Université de Poitiers, duquel nous provenons. Donc ce laboratoire est un laboratoire assez conséquent avec plus de 440 personnes, que ce soit des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, doctorants, postdoctorants et bien sûr le personnel administratif. Nous sommes regroupés sur 4 sites. Donc nous, bien sûr, Poitiers, mais il y a également Limoges, Angoulême et Brive. Le barycentre, je dirais, la maison mère se situe à Limoges. Donc en termes de thématiques que nous couvrons, je dirais, il y a 3 pôles scientifiques autour de l'électronique, de la photonique et mathématiques, informatique, images, qui sont elles-mêmes, ces pôles sont eux-mêmes découpés en 6 axes de recherche, dont les 2 axes qui sont entourés, donc système et réseau intelligent auquel je fais partie, et synthèse et analyse d'images auquel Philippe Carré fait partie. Voilà. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc les objets connectés, je pense que tout le monde en a entendu parler. Nous sommes entourés de ces objets connectés. J'ai envie de dire de l'objet connecté du plus gadget au plus évolué, avec un usage professionnel, on va dire. Donc là, il y en a un certain nombre qui sont présentés ici, que vous reconnaissez peut-être. Hein. On parle de la serrure connectée, du bracelet qui permet par exemple de détecter si un homme est tombé à la mer, par exemple. Voilà, on trouve un certain nombre d'objets connectés. Et ces objets connectés, finalement, ils sont là pour simplifier des situations complexes. Alors, ce qu'est un objet connecté intelligent, donc c'est ici une définition, je veux dire, c'est pas la définition, c'est voilà comment on peut voir les choses de manière assez simplifiée. Donc, on a un objet, donc ici représenté par exemple par une montre. Montre connectée, c'est quelque chose qui parle, hein, auquel on associe facilement le mot connecté. Cet objet est équipé de capteurs. Ça va de capteurs simples que l'on connaît, des capteurs de température, des accéléromètres, des GPS, mais aussi ça peut être des caméras, par exemple. Hein. De plus en plus d'objets connectés intelligents sont équipés de caméras. Bien sûr, pour gérer tout cela, il y a besoin de puissance de calcul et de mémoire, donc généralement des systèmes embarqués à base de microcontrôleurs. Voilà. Et puis, ces objets, comme ils sont connectés, ils doivent pouvoir se connecter au monde de l'Internet, généralement par une connexion sans fil de type wireless. Et une fois que toutes ces données ont été remontées vers le cloud, eh bien, c'est là que l'intelligence va prendre le relais. À partir de la collecte de toutes ces données, on va pouvoir justement traiter ces données, faire de l'apprentissage et de l'intelligence artificielle. Les secteurs couverts par ces objets connectés sont nombreux, j'ai presque envie de dire infinis. Tous les secteurs sont concernés. En voici une liste qui n'est pas exhaustive. Pour les plus connus, donc on parle de ville intelligente, hein, comme vous l'avez montré dans votre vidéo. On parle d'énergie, on parle de comptage intelligent, on parle de santé, bien-être, bien évidemment. On parle d'agriculture connectée, de domotique. Voilà, tout ça, je pense, ce sont des secteurs qui parlent à tous. Et chacun de ces secteurs va avoir des spécificités, des contraintes qui lui sont propres. Donc, j'ai envie de dire que chaque objet connecté va être réalisé à façon, voilà, selon l'objectif visé. Donc rapidement, en termes de chiffres, alors les chiffres sont un petit peu anciens finalement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre d'objets connectés a dépassé hein, le nombre de personnes qui sont sur cette Terre, donc plus de 8 milliards. Donc ça veut dire que derrière, eh ben, il faut gérer tous ces objets connectés. Il faut les faire, faut les faire interagir ensemble sans que ça génère trop d'interférences. Ça génère beaucoup de données. Voilà, il faut pouvoir stocker ces données, les traiter, les analyser. Donc, il y a autant dire qu'il y a pas mal de travail et qu'il y a besoin de pas mal de ressources finalement. Et c'est ce qu'on va passer en revue à travers cet exposé. Alors,
Alors, je vais juste déplacer la fenêtre. Voilà. Donc, quelques raisons d'adoption de l'IoT. Voilà, là encore, la liste n'est pas exhaustive. Si on regarde les plus fréquents, ça va être, voilà, pourquoi j'utilise un objet connecté? Ça peut être pour l'amélioration de la qualité des produits, des services, l'amélioration de la productivité de la main-d'œuvre, l'amélioration de la fiabilité. Voilà, il y a un tas de raisons finalement pour lesquelles on adopterait l'IoT. Et finalement, l'IoT, ça ne veut pas seulement dire perdre des revenus quelque part, mais l'IoT, c'est aussi un moyen de prendre le virage et de la transformation du numérique. Voilà, donc ça, c'est aussi un point important. Et finalement, on se rend compte aussi que l'IoT intelligent, ça dépasse le cadre de la science et de la technologie. Parce que finalement, on peut avoir les meilleures idées au sens scientifique et technologique. Ce n'est pas pour autant que finalement, cette idée va être un succès. En effet, une enquête, par exemple, là, qui date de 2017 par Cisco, révèle que 3/4 des projets IoT échouent. Quelles sont les raisons? Donc là, c'est plutôt des points d'interrogation. Donc, bien évidemment, si on se limite à la science et la technologie, il y a déjà des challenges. On va avoir déjà différentes technologies qui cohabitent, donc différents matériels qui peuvent être hétérogènes par rapport au firmware, par rapport au réseau qu'ils vont utiliser, par rapport à la technologie cloud, les différentes API. Donc voilà. Et puis après, au niveau de l'organisation de l'entreprise, ça peut changer les choses. Est-ce que les personnes dans l'entreprise sont prêtes? Vont-elles accepter cette introduction de l'IoT dans le monde de l'entreprise? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un sentiment que ces objets vont prendre leur travail, une place? Donc, ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes aujourd'hui. L'IoT aussi offre des possibilités qui peuvent être infinies. Donc, est-ce qu'un use case, un cas d'usage réaliste a-t-il été défini? Voilà, donc encore une question. Et puis l'IoT, finalement, implique énormément de personnes et des personnes qui ont des rôles différents. Donc, ça peut être aussi bien au niveau du management, au niveau du marketing, de l'ingénierie, de l'informatique, des opérations, des ventes. Voilà. Est-ce que tout ce monde a la même vision, une vision commune? Pas évident. Voilà. Donc, c'est juste aussi pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça, pour dire que l'IoT, oui, il y a de l'ingénierie, il y a de la science et de la technologie, mais voilà, on est aussi dépassé par ce cadre-là. Alors, on a pu assister ces dernières années à une évolution ultra rapide du développement des objets connectés pour diverses raisons. Là encore, la liste n'est pas exhaustive, mais on voit que la miniaturisation des capteurs est présente. Hein, donc, tout type de capteurs, accéléromètre, capteurs de température, humidité, caméra, etc. Tout ça vraiment a fait de grands progrès. Les progrès de l'électronique, bien évidemment. Hein, aujourd'hui, on peut avoir des puces qui sont extrêmement petites, qui prennent quasiment pas de place. Voilà, l'intégration des microcontrôleurs, associés avec la puce radio, qui prennent vraiment pas beaucoup de place, qui consomment aussi très peu d'énergie. On a aussi tout ce qui est l'accès à tout ce qui est open hardware, open software. Voilà, on a pas mal de librairies, de matériel existant à notre disposition qui sont clés en main. On a aussi pas mal de progrès dans les batteries, voilà, des batteries qui sont de plus en plus performantes. Une baisse des coûts, bien évidemment, hein, au niveau de l'électronique, des capteurs, des batteries, mais aussi de tout ce qui concerne la data au sens large, hein, au niveau des clouds, avec voilà, concurrence Amazon, Microsoft, voilà, arrivée de nombreux acteurs voilà, qui sont là pour finalement apporter de la concurrence. Et puis, bien évidemment, la démocratisation, j'ai envie de dire, de tous les algorithmes liés à l'analyse de données et l'intelligence artificielle qui effectivement explose, qui est presque à la portée de tous. Maintenant, attention à la manière dont on utilise tous ces algorithmes. Donc ça, ce sera mon collègue Philippe Carré qui va en parler. Comment ça fonctionne ces objets connectés? Donc, d'une manière très simplifiée, on se base ici sur une vision proposée par Bouygues Telecom, finalement sur laquelle on s'inspire. On peut décomposer finalement le process IoT intelligent en 5 étapes, 5 piliers.
Donc tout d'abord, on est au niveau de la grandeur physique que l'on veut capter. Donc on collecte de la data. Hein, le mot qui n'apparaît pas sur ma colonne de gauche ici, c'est le mot data, mais finalement, il est central. Je collecte de la donnée pour ensuite la transmettre vers le cloud. Et puis ensuite, une fois que j'ai transmis cette donnée, ben là, voilà, j'ai toute latitude pour analyser cette donnée, pouvoir l'afficher. L'affichage est un élément important, puisque finalement, en fonction de l'usage et de l'interlocuteur que je vais avoir, l'affichage ne sera pas de la même façon. Voilà, si je m'adresse à un médecin, je ne vais pas lui afficher les mêmes données que si je m'adresse à un patient. Et puis après, il y a la phase de décision. Voilà, à partir de toutes ces données, on peut aller jusqu'à la décision pour justement en complément de l'humain. Voilà. Est-ce que justement l'IA remplace l'humain? Est-ce qu'elle est complémentaire de l'humain? Voilà, il y a plusieurs aussi cas d'usage où l'intelligence artificielle a explosé ces dernières années. Plus schématiquement, quelles sont vous parlez de compétences? Qu'est-ce que ça requiert comme compétences? Qu'est-ce que ça touche comme domaine finalement? Donc tout d'abord, on est sur la partie collecte de données, donc on est sur les aspects de capteurs, sur les aspects d'acquisition d'informations, comment je passe du monde analogique finalement au monde numérique, tous les aspects d'autonomie, puisque finalement ces objets ils sont autonomes, ils doivent consommer le moins possible. Donc voilà, il y a tous ces aspects d'optimisation. Et puis après, il y a toute l'électronique qui est là, l'électronique embarquée, l'informatique embarquée, pour pouvoir traiter, capter, recueillir ces données avant de les transmettre via un point de collecte, généralement une gateway, donc une passerelle. Et puis, bien souvent, ils sont équipés de puces radio. Donc, on est plutôt sur des liaisons sans fil. Donc là aussi, je vais y revenir. La liaison sans fil, il existe aujourd'hui plusieurs protocoles, hein, plus d'une cinquantaine de technologies sans fil. Il y a une raison à ça, justement, je vais y revenir. Puis ces données, une fois qu'elles transitent vers le réseau Internet, eh bien, il y a tous les problèmes de sécurité, c'est-à-dire la data de l'application la plus bénigne, on va dire, à la plus importante. Et finalement, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'application qui est plus sensible que l'autre. Chacune va avoir ses spécificités, donc on doit lui adapter aussi le protocole et la sécurité qui va bien. Voilà, parce que la sécurité aujourd'hui dans l'IoT, c'est aussi un des maillons faibles que l'on peut retrouver. Et puis après, quand on parle d'objets connectés intelligents, justement, il y a toute la phase de collecte de données. Alors ici, on est plutôt sur une phase analyse de données niveau cloud, mais bien évidemment, l'intelligence, elle peut se retrouver aussi au niveau du système embarqué directement. On va parler plutôt de edge computing. On est vraiment au niveau de au plus proche finalement du capteur. Alors revenons justement sur cet aspect technologie sans fil. Donc une fois que j'ai collecté mes données de mes différents capteurs, eh bien j'ai plusieurs possibilités dans les technologies sans fil qui existent. Il en existe plus de 50. Alors on peut se poser la question aujourd'hui, à savoir est-ce qu'il ne pourrait pas exister une technologie sans fil universelle telle que les chargeurs de téléphone portable. Aujourd'hui, enfin, et plutôt à l'époque, on avait autant de chargeurs de téléphone qu'il existait de modèles de téléphone. Ça tend à converger. Mais voilà, certaines marques effectivement préfèrent garder leur connectique pour des raisons effectivement qu'on peut comprendre. On peut ne pas être d'accord, mais qu'on peut comprendre. Ici, c'est un peu plus compliqué sur les technologies sans fil parce que finalement, comme je l'ai dit, il en existe plus d'une cinquantaine. Mais finalement, la science nous démontre qu'il y a des limites. Et ces limites, justement, on montre même qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Voilà, donc c'est même frustrant pour un chercheur de se dire que je ne pourrais pas faire mieux que ce qu'annonce la théorie. Donc, ces technologies sans fil, pour dire qu'une technologie sans fil est bonne, ou en tout cas les critères de décision, de choix de technologie sont extrêmement nombreuses. J'en ai mis à gauche, c'est ce que j'appelle la qualité de service. Donc des critères qui nous permettent de choisir notre technologie sans fil. On parle de la portée, bien évidemment. Peut-être qu'une application cherche à
à transmettre le plus loin possible. Mais à l'inverse, on peut avoir des technologies qui cherchent à transmettre le moins loin possible, type technologie NFC, paiement sans contact. Voilà. Parce que si cette technologie pouvait porter loin, ben, on pourrait se faire débiter facilement nos cartes bancaires à notre insu. Donc voilà, donc la portée, longue portée n'est pas forcément une nécessité. Il y a la notion de débit. Dans certains cas, le débit est important. Je cherche à avoir peut-être du gros débit, mais peut-être dans certaines applications, c'est plutôt du bas débit. La notion de latence aussi est extrêmement importante pour certaines applications. La consommation aussi, l'information par jour, donc le nombre de données que j'envoie par jour, là aussi, ça va être déterminant. Le coût, bien sûr, le prix, qu'est-ce que ça coûte? Y a-t-il un abonnement? Les notions de sécurité, bien sûr, les notions de qualité des médias. Voilà, si je transmets de l'image ou de la vidéo, est-ce que je dois m'autoriser une qualité médiocre? Est-ce que je dois absolument avoir une qualité qui soit une très bonne définition? Voilà, autant de critères qui sont nécessaires. Puis à droite, on a les grands conflits par rapport à ça. Justement, et c'est la théorie qui nous démontre que avoir une longue portée et un haut débit, bah, c'est deux choses qui s'opposent. Voilà, il faut que je fasse un choix. Et donc, quand je dis que je fasse un choix, ça veut dire faire des compromis. Pareil, la portée et la consommation, bah, plus la portée est importante, plus la consommation est importante. Donc là aussi, il y a une optimisation à faire, hein, une notion de compromis. Pareil, quand j'augmente le débit, eh bien, plus je l'augmente et plus je vais augmenter les erreurs de transmission. Donc aujourd'hui, bien évidemment, je peux transmettre au débit que je souhaite si j'ai envie. Mais par contre, si c'est pour qu'il y ait de la casse en réception et qu'il y ait tous les bits que j'ai transmis qui soient erronés, aucun intérêt. Donc justement, on adapte aussi le débit par rapport aux conditions de transmission. Et un dernier, par exemple, la mobilité et le débit. Aujourd'hui, on espère pouvoir être dans le TGV et puis pouvoir avoir du haut débit. Bah, là aussi, ça s'oppose. Il y a des complexités importantes. Et donc, voilà, donc il faut faire des choix. Et ces compromis, justement, c'est ce qu'ont décidé, les normes ont décidé de s'adresser, je dirais, à un secteur applicatif donné. Alors ici, justement, pour cette notion de compromis, j'ai pris un exemple sur trois critères. Le débit, la portée et la consommation, qui s'opposent, hein, par définition. Et finalement, on va voir que par rapport à ces normes, ben, finalement, chacun joue un rôle, chacun a ses forces, chacun a sa force et ses faiblesses. Si je prends par exemple le Wi-Fi, ben oui, effectivement, je vais avoir une portée qui va être pas mal, avec un débit qui va être pas mal, mais par contre, une consommation qui est plus importante. À l'inverse, si je veux faire comme dans l'IoT, je veux faire de la longue distance sur du bas débit avec de la basse consommation, je vais plutôt me retourner sur du LoRa ou du Sigfox. Voilà. Si je veux effectivement faire de la faible portée, je vais plutôt me tourner vers du NFC. Voilà. Donc finalement, chacun de ces protocoles a ses forces et ses faiblesses. Voilà. Donc pour résumer, quelle est la meilleure technologie sans fil? Il n'y a pas de réponse universelle à ça. C'est directement lié à l'application que l'on vise. Voilà. Donc maintenant qu'on a justement transmis toutes ces données, bah maintenant on va voir qu'est-ce qu'on va en faire de ces données. Et là, je passe la parole à mon collègue Philippe Carré. Merci Clancy. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est tout bon? Tu entends? OK. Donc bonjour à tous. Oui, donc en fait, la suite de la chaîne, en quelque sorte, c'est cette notion de, si on peut dire, rendre intelligents ces objets connectés tels que l'a défini en fait Clancy. Donc en fait, et c'est un petit peu rappelé, c'est les enjeux actuellement, hein, c'est un peu rappelé dans la vidéo qu'on a vue en introduction, en fait, sur la notion de data ouverte. En fait, c'est cette notion de, à partir de cette masse de données, d'être capable, donc à partir de la mesure, de prendre des décisions et donc ainsi d'avoir des objets connectés qui sont intelligents parce qu'ils vont avoir une certaine autonomie dans la prise de décision. Donc, alors, pourquoi, en fait, qu'est-ce qui fait ce pont, entre guillemets, de l'objet communicant vers l'intelligence artificielle? Donc, comme Clancy l'a dit, comme ça a été rappelé dans la vidéo, en fait, actuellement, si on fait un bilan,
finalement, toutes ces notions d'objets connectés vont générer un grand volume de données qui pourront être utilisées en fait pour soit rechercher dans certaines applications des gains d'efficacité, soit dans d'autres cas faire de l'aide au diagnostic, améliorer des conditions de vie, etc. C'était rappelé dans la présentation, par exemple, le lampadaire connecté qui va permettre de peut-être gérer le transport de quelqu'un. Et en fait, l'objectif, l'intelligence qu'on essaye de mettre derrière, ça va être à partir de toutes ces données collectées, donc ces mesures connectées par l'objet communicant, extraire de cette grosse masse de données des connaissances utiles et qui vont permettre comme ça, petit à petit, de rendre l'objet intelligent. Et rappeler quelques mots-clés, certains ont été cités, bien sûr la notion de cloud, et puis on va d'autres mots dont on entend parler, la notion de big data, ces gros volumes de données, et puis des mots peut-être un petit peu plus techniques, ce qui concerne ce qu'on appelle le machine learning. Donc je vais y revenir. Transparent, suivant. Alors, en fait, l'objectif aussi peut-être de ce point de présentation, c'est peut-être démystifier ou en tout cas bien réintroduire ou définir qu'est-ce que c'est la notion d'intelligence au sens, je dirais, numérique. Parce que actuellement, dans les médias ou globalement dans la société, l'IA est partout et on lui prête beaucoup de choses. Donc en fait, première chose, comme je disais, l'Internet, cette notion d'objet intelligent est reliée à cette notion d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est plus précisément l'intelligence artificielle? C'est une notion d'algorithme informatique qui va arriver à synthétiser, analyser une masse d'informations qui est connectée, qui est glanée par ces objets connectés. Et puis, à partir de ça, va être capable de prendre des décisions, donc d'apprendre, peut-être se corriger, etc. En fait, ce qui est important derrière ça, c'est qu'il y a ce mot intelligence. Et là, on ne tranchera pas le débat aujourd'hui, mais ça pose vraiment la question, une très vieille question de qu'est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est la capacité brutale d'apprendre, par exemple? Est-ce que c'est la capacité, comme indiqué dans le transparent, de bien utiliser une certaine information? Est-ce que c'est de reconnaître des situations, ce qui est le cas dans le cas de l'intelligence artificielle, planifier une série d'actions pour atteindre un objectif précis, etc., etc. Donc, en fait, derrière tout ça, il y a cette question de qu'est-ce que c'est l'intelligence et quelle partie de cette formalisation de l'intelligence on va prendre en charge dans ces notions d'objets connectés intelligents. Alors justement, comme je disais, tout ça est lié à cette réflexion sur l'intelligence artificielle. Si on veut essayer de donner une définition, mais il y en a des milliers, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques, souvent mathématiques et informatiques, qui vont permettre à des machines, dans le cas présent des objets connectés, d'accomplir des tâches, de résoudre des problèmes qui, en partie, du moins, étaient souvent réservés aux êtres humains. Donc, vous avez, juste pour les illustrations, vous avez s'il fallait mettre 2 jalons par rapport à l'IA et donc par déclinaison des objets connectés intelligents. À gauche, c'est Turing, donc on en entend pas mal parler, qui a été, on considère comme le père en fait de l'intelligence artificielle. Et à droite, DeepMind, qui a été finalement une espèce de première révolution de l'intelligence artificielle, puisque elle a battu champion du monde aux échecs. Un slide. Alors, pour bien comprendre en fait cette IA et puis pour peut-être un peu la démystifier, est-ce que c'est de l'intelligence? En fait, ce qui est assez surprenant, quelquefois, finalement, les tâches qui sont proposées ou remplies par l'intelligence artificielle sont des tâches qui vont être très simples pour un être humain. Par exemple, si vous avez un objet connecté qui est un capteur de vision, vous lui demandez de reconnaître une voiture. Bon, pour un être humain, on peut dire qu'à partir de l'âge de 4-5 ans, je pense que c'est déjà bien contrôlé. En revanche, dans d'autres cas, ça va demander du calcul, de la planification très, très complexe. Et là, clairement, on est sur un autre type, je dirais, d'intelligence ou de modélisation. Là, pour que ça soit bien parlant, le meilleur exemple, c'est une partie de Go où, en fait, là, on est sur des intelligences artificielles qui sont capables de créer des schémas de raisonnement qui sont surpuissants du fait de la puissance de calcul.
Alors, un élément qui est important, et c'est pour ça que la donnée collectée, la donnée ouverte est très importante, c'est qu'en intelligence artificielle, ça commence à évoluer, hein, c'est un des challenges de la recherche, mais souvent, majoritairement, c'est associé à une capacité d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à la base, souvent, votre algorithme qui est embarqué ou qui est déporté, il est bête, si je puis dire. Et en fait, c'est à travers un apprentissage qu'on appelle par l'exemple. C'est vraiment classique, hein, même pour l'apprentissage humain. On lui montre des exemples qui va venir renforcer ses paramètres pour, au bout d'un moment, être capable de prendre les bonnes décisions, ou en tout cas d'aider au diagnostic de la situation. Un élément qui est important, c'est qu'une fois qu'il a appris, ce qu'on attend de lui, c'est une capacité de généralisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, bien sûr. Transparence. Alors, historiquement, et c'est pour ça que on représente de cette façon-là, historiquement, en fait, l'intelligence artificielle est née en fait en connexion avec le capteur vision. En fait, c'est clairement dans cette communauté en fait qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été développées parce que finalement, c'était des problématiques assez simples à manipuler. Donc, premières intelligences où c'est de la reconnaissance, par exemple, d'objets qui vont après vous permettre d'analyser une scène et donc d'avoir un objet connecté qui va être capable de prendre des bonnes décisions. Donc, savoir ce qu'il y a dans une scène, reconnaître un objet, c'est ce qui est en haut, et puis ensuite avoir une écriture, une traduction en mots-clés de ce qui se passe dans cette scène. Et vous voyez bien c'est important d'aller au-delà de la simple reconnaissance, mais il faut avoir l'analyse pour être capable après de remplir une fonction de, je ne sais pas, comme on disait tout à l'heure, sur le cheminement de quelqu'un, etc. Il faut être capable de dépasser la simple reconnaissance. Donc ça, c'est historique. Ensuite, transparence suivante, en fait, ça s'est développé de plus en plus. Donc, différents exemples. À nouveau, la ville connectée. Alors, la notion de vidéosurveillance, c'est au sens très large. Hein. La ville connectée, à nouveau, des capteurs, alors par exemple ici, de capteurs de vision, mais ça peut être de mouvement, des choses comme ça, pour un petit peu comprendre ce qui se passe. On a tous un super capteur dans notre poche, notre smartphone. Eh bien, en fait, il y a énormément d'applications qui se développent, notamment dans le domaine industriel. Vous prenez en photo des éléments sur une chaîne de production, par exemple, et vous récupérez immédiatement des éléments caractéristiques. Et puis, ça nous amène petit à petit à l'industrie du futur. Vous avez probablement entendu parler de la notion, par exemple, de jumeaux numériques, où, en fait, vous avez cette interaction alors, de la robotique, du virtuel et de l'intelligence artificielle. Donc, alors, résumé par une image un peu brutalement, mais voilà, c'est là où ça devient intéressant. Transparence. Alors, justement, c'est vrai que j'ai axé mon point de départ beaucoup autour du capteur vision, etc. Mais bien évidemment, pas que. J'avais commencé à ouvrir. Hein. Alors là, j'ai repris une illustration sur vraiment un pilotage global, justement, d'une ville intelligente, les contrôles d'accès, l'ambiance, on en parlait dans la vidéo, peut-être la notion de qualité d'air, l'information communiquée, enfin bref, vous voyez, tout le monde voit très bien maintenant vers où on va. Un exemple un peu plus… parce que ça crée aussi des services, en fait, c'est ça qui est intéressant dans l'intelligence artificielle en lien avec les objets connectés, c'est que ce n'est pas forcément des fois des réponses à des attentes des clients, c'est de la création en quelque sorte d'attentes. C'est ça qui est intéressant aussi des fois dans le modèle économique, c'est-à-dire, par exemple, moi je trouve la montre connectée, est-ce qu'on s'était posé la question d'avoir une montre connectée qui nous surveille au niveau santé, etc. C'est l'œuf et la poule, qui a créé le besoin quelque part. Voilà. Donc en fait, il y a ça qui est un petit peu intéressant. Et puis des choses qui sont très intéressantes aussi, c'est qu'avec cette intelligence artificielle, avec ces notions d'objets connectés intelligents, eh bien en fait, on va avoir aussi cette stratégie, par exemple, de produits qui vont s'auto-diagnostiquer pour dire attention, j'arrive en fin de vie, on voit bien dans certains secteurs, ça peut être très important.
il faut peut-être une maintenance, etc., etc. Alors, je donne vraiment une liste d'exemples puisés. J'en rate plein, bien sûr, hein, puisque à l'heure actuelle, c'est complètement explosif. Clancy. Alors, quand même, pour un petit peu démystifier, l'idée n'est pas du tout de rentrer hein, complètement dans les algos, mais quand même pour démystifier cette notion-là, qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle? Donc, comme je l'ai dit, c'est des outils mathématiques et informatiques qui, en gros, c'est une espèce de grosse boîte noire, souvent qui se traduit au bout du bout par un algorithme informatique. Et en entrée, vous avez des mesures qui, donc, justement, viennent de votre objet communicant. Et puis, en sortie, par exemple, dans certaines applications, l'objectif, c'est d'avoir une réponse. Et bien évidemment, vous essayez de paramétrer cette boîte noire pour qu'au bout du bout, ça soit la bonne décision. Donc voilà, un peu, et c'est des choses qui existent depuis très très longtemps. Hein, ce qu'il faut bien avoir, on a l'impression qu'il y a une rupture actuellement, mais j'y reviendrai. Mais l'algo que je présente là, ça date des années 45, de 1900, par exemple. Alors, pour résumer un petit peu ce que c'est la chaîne de l'intelligence, si on peut dire, vous avez le monde réel. À partir de là, vous avez des séries de capteurs. On arrive aux objets connectés. Ils vont numériser ce monde réel. Historiquement, vous aviez une étape d'extraction des caractéristiques, c'est-à-dire l'extraction de la carte d'identité. J'ai telle scène. Avant de l'envoyer dans mon algorithme d'intelligence artificielle, j'essayais de la résumer. Et là, il y avait un savoir qui était mis en place, c'est-à-dire que souvent, il y avait une discussion avec un expert qui allait traduire par rapport au monde réel, pour prendre la bonne décision sur cette numérisation du monde réel, je te conseillerais d'observer telle caractéristique, telle mesure, telle quantité. À partir de là, vous arriviez à ce qu'on appelle un descripteur, une carte d'identité. Et à ce moment-là, on en revient à ma grosse boîte noire qui paramètre ses poids, si on peut dire, pour prendre la bonne décision. Voilà un petit peu la chaîne de l'intelligence. Alors, à la fin de l'exposé, je reviendrai, mais en 10 secondes, qu'est-ce que c'est la révolution Deep? Mais on aura le temps d'en discuter. Transparence sûre. Alors, en fait, pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué de mettre en place ces règles de décision automatique? Eh bien, en fait, parce que pour une catégorie, en général, de choses qu'on veut reconnaître, par exemple, eh bien, on a énormément de, comment dirais-je, de variabilité. Alors là, vous avez un exemple très simple. Hein, je veux mettre en place à la suite d'un capteur, reconnaître des éléphants de fleurs. Bon, quelque chose qui est quand même pour l'être humain très simple. Eh bien, j'enfonce des portes ouvertes, mais on a bien conscience que, par exemple, on va avoir différents types d'éléphants avec pris sous des points de vue différents. Pareil pour les fleurs. Et puis, ça va être pareil pour la reconnaissance vocale. Chacun a sa voix, sa texture de voix. Et vous voyez le problème. En fait, ce qu'il faut, c'est que pour une situation, pour une catégorie qu'on veut arriver à identifier, eh bien, en fait, il va falloir modéliser les frontières de ce groupe et à l'intérieur qui prend en compte toutes les variabilités d'une classe. Et c'est ça la difficulté, en fait. C'est pour ça qu'on a besoin de modèles très complexes, en fait. Alors, globalement, comme je l'ai dit, l'idée est de démystifier la mécanique. Hein. Qu'est-ce que c'est, en fait, l'intelligence artificielle? Donc, le machine learning, l'apprentissage machine. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez simple, conceptuellement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de données, et beaucoup de données labellisées. Parce qu'en fait, ça va marcher en 2 étapes. Donc, vous devez mettre en place cette boîte noire et vous devez régler les poids pour prendre les bonnes décisions. Pour faire ça, comme pour un apprentissage avec un enfant, eh bien, au début, il va falloir lui montrer plein d'exemples. Si je veux reconnaître, c'est ma petite illustration de photos d'éléphants et des photos je ne vais pas y arriver. À gauche, c'est comme le muséum, etc. Bref, des photos j'ai pas le mot, différentes. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est présenter monument. Merci, merci beaucoup. Je l'avais pas le mot. Je l'avais pas. Donc, en fait, si vous voulez reconnaître des images d'éléphants et de monuments, il va falloir montrer à votre algorithme plein de photos de monuments, plein de photos d'éléphants.
il va vous proposer des réponses, il va se tromper, vous allez lui dire qu'il se trompe, et à ce moment-là, il va modifier ses poids ou ses paramètres pour, au bout d'un moment, converger vers des bonnes décisions. Et là, vous voyez, vous êtes au cœur du problème actuel. Il nous faut beaucoup de données, parce que si le modèle est très complexe, il faut beaucoup de données pour bien le régler. Et en plus, c'est le problème de la généralisation, c'est ce que je mets en bas, la capacité de généralisation. Il ne faut surtout pas lui montrer toujours le même éléphant ou le même monument. Parce qu'autrement, dans ce cas-là, vous allez faire un bel algorithme qui vous reconnaîtra qu'un seul monument. Il faut qu'il ait de la variabilité. C'est comme l'être humain, hein. C'est comme l'apprentissage dans l'être humain. Ouais. Alors juste, toujours pour démystifier un petit peu, j'ai pris un exemple d'un algorithme simple, d'une méthode simple, parce qu'il n'y a pas besoin finalement d'avoir des compétences, que ce soit en informatique, en mathématiques ou quoi que ce soit. On identifie en fait une image comme un point, en quelque sorte, et les coordonnées de ce point, c'est les caractéristiques que vous avez réussi à modéliser de l'image. Eh bien, une méthode, et qui donne des très bons résultats, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Par exemple, ici, vous avez deux capteurs, chacun des capteurs donne une mesure. Puis, vous avez trois groupes à reconnaître. Vous avez la petite croix noire, c'est un individu inconnu. Eh bien, en fait, une technique, par exemple, ça peut être le vote majoritaire. C'est-à-dire que dans l'espace des mesures, dans ce qui le caractérise, vous regardez ses voisins et vous regardez majoritairement à quelle classe ils appartiennent. Et puis, vous lui mettez une étiquette en fonction de les voisins qui sont majoritairement présents. Et donc, pourquoi ce petit exemple? Déjà, vous voyez que ça peut être très simple. Et ça marche très bien hein, dans certains cas. Hein. Ce petit exemple marche très bien dans certains cas. Mais ça me permet surtout d'illustrer, pour que ça marche, il faut que vous ayez tous ces points rouges, ces points bleus, ces points verts, c'est-à-dire de la donnée étiquetée. Donc, par rapport à la vidéo qui servait d'introduction à notre exposé, on parlait de données ouvertes, mais pour aller au-delà, il faut de la donnée ouverte et étiquetée. Et là, ça devient très compliqué. Ouais. Alors, pour finir un petit peu sur la démystification de l'intelligence artificielle, il semblait nécessaire de faire un petit focus sur les réseaux de neurones, sur l'approche neuronale, puisque bien évidemment, dans les médias, un petit peu dans la société, on en entend beaucoup parler. Alors, le point de départ était clairement de copier en fait, le fonctionnement du cerveau humain. Au bout du bout, finalement, on s'en est éloigné. Simplement, on a recopié des éléments de comment fonctionne un neurone. Sans aller dans les détails, un neurone, ce qui est représenté à droite un petit peu schématiquement, c'est une entrée qui prend des informations. Dans notre cas, ça va être de la formation mesurée, de la mesure. Vous avez des poids. Ces poids sont réglés par l'apprentissage qui vont pondérer, en fait, amplifier ou diminuer, par exemple, les activations que vous recevez. Et puis, en fonction de toutes les activations que reçoit le neurone pondéré, il en fait une espèce de somme et il sort un signal électrique, en quelque sorte. Ben voilà, en fait, un neurone informatique, c'est un peu ça. Simplement, avec la chose supérieure, c'est que le cerveau humain, c'est des tonnes, 10 billions de neurones, donc une machine énorme et toutes connectées les unes aux autres. Donc, c'est ça qu'on essaye de copier informatiquement. Donc, transparence suivant. Donc, voilà, traduction informatique. C'est tout bête. Quand on parle de réseau de neurones, finalement, mécaniquement, c'est très simple. Vous avez des entrées, c'est les mesures, ce qu'on observe. On en fait la somme, mais avant, on a pondéré, c'est les poids qui sont présentés. Vous en faites la somme, et en fonction de cette somme, vous avez ce qu'on appelle une fonction d'activation qui va dire c'est plutôt inhibiteur ou excitateur, c'est-à-dire j'envoie telle sortie ou telle sortie. Et puis cette sortie, peut-être, elle va aller connecter à un autre neurone, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, l'apprentissage, ça va être de régler ces poids pour donner la bonne décision. Alors, justement, pour modéliser ça, on est parti d'une modélisation d'un cerveau humain et puis finalement, on se retrouve à un simple système de prise de décision. Un petit exemple, je veux avoir une structure qui règle mon chauffage. Eh bien, vous voyez,
je vais avoir dans mes entrées, c'est ce qu'on met à gauche, une information sur la température, une information s'il y a quelqu'un dans la maison, une information sur est-ce qu'il y a de la luminosité, donc est-ce qu'il y a du soleil dans la pièce. Alors, je suis loin d'être un spécialiste de la domotique, donc peut-être ce n'est pas forcément un bon exemple, mais voilà. Et tout ça va être combiné par des poids. Par exemple, je mets un poids supérieur sur la température parce que ça me semble l'élément vraiment fondamental pour prendre la bonne décision si je coupe le chauffage ou pas. Puis à l'inverse, le soleil dans la pièce, peut-être que ça n'a pas d'intérêt puisque c'est corrélé à la température. Bref, je mouline tout ça, je somme tout ça et je prends une décision. Et ma décision, ça va être simplement peut-être je coupe le chauffage ou j'augmente le chauffage, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est cette notion d'arriver à reconnaître des situations. Et comme je l'ai dit, parce que là, je vous disais, je vais mettre plus un focus sur la température ou plus sur la lumière, etc. Mais bien évidemment, quand je suis dans des situations complexes, ce que je veux, c'est que mon système, il doit se régler tout seul, en fait. Parce que autrement, ce n'est plus de l'intelligence artificielle. Donc, un exemple un petit peu naïf, à nouveau, une structure, je veux régler si je suis en automne ou en été, par exemple. Et donc, ce qui se passe, c'est que je lui présente, ou plutôt qu'il doit reconnaître les 4 saisons. Je lui présente une image, elle est labellisée. Par exemple, je sais que cette image, elle correspondait à une photo en été. Je la mets en entrée. Il combine plein d'informations, la couleur, la luminosité, etc. Il prend une décision, il me dit automne. Ah ben non, je lui dis, moi, ah ben non, c'était été. Donc, ça génère un signal d'erreur et ce signal d'erreur va permettre de modifier les poids pour que petit à petit, quand j'ai cette image ou ce type d'image, c'est ça qui est important, la prochaine fois, je réponde été. Et ben voilà, c'est ça l'apprentissage et c'est ça qui coûte très cher en termes de puissance de calcul, par exemple, et en termes de ressources, etc., dont on entend parler, puisque là, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais l'IA, c'est un gros challenge en termes de consommation, par exemple. Alors maintenant, là, j'ai présenté un petit exemple avec un seul neurone. Pourquoi c'est très puissant, ce modèle? Comme je le disais, un cerveau, c'est plein de neurones. Et on a recopié exactement la même chose. On a mis plein de neurones informatiques. Et donc, un autre exemple, vous voulez gérer votre piscine. Eh bien, vous avez un objet connecté qui n'est pas encore intelligent. C'est par exemple un objet flottant qui est capable de faire des mesures sur la qualité de l'eau. C'est quelque chose qu'on avait trouvé qui existe. À ce moment-là, comme le présentait Clancy, vous avez un principe de communication, parce que là, on va déporter le traitement. À ce moment-là, les mesures, donc toutes les mesures, par exemple le taux de désinfectant, de sel, le pH, etc. Alors, je ne suis pas un spécialiste de piscine, donc je n'irai pas plus loin, vont être moulinées par cette structure qui a été apprise avant, et puis va déclencher, par exemple, une alerte. Ça peut être simplement une alerte en disant il faut que tu fasses telle action sur ta piscine. Et voilà, vous avez en fait la chaîne un peu modélisée de ce qu'est un objet connecté, intelligent. Là, j'ai déporté par rapport à ce que disait Clancy à un moment. Là, j'ai fait exprès, j'ai déporté le traitement, mais on aurait pu l'embarquer dans d'autres cas de figure. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans pas mal d'applications. Alors, pourquoi maintenant? En fait, comme je l'ai dit, les algorithmes d'intelligence artificielle sont très vieux. Tout ce que je vous explique là, finalement, c'est des choses qui existent depuis très, très longtemps. Juste pour la petite histoire anecdotique, j'enseignais pour ma part les réseaux de neurones dans les années 2000, vous voyez, donc à nos étudiants, par rapport au master dont on va parler Clancy à la fin. Les étudiants qui sortaient de notre master, la version préhistorique de notre master actuel, dans les années 2000, avaient déjà une formation autour des réseaux de neurones. Mais c'était très has-been à l'époque. C'est moins has-been maintenant, mais c'était très has-been. En fait, pourquoi maintenant? On l'a déjà dit, c'est-à-dire qu'on génère énormément de données du fait de la révolution numérique et puis un changement, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous acceptons de générer de la donnée, de générer des traces de notre comportement. Il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux. Actuellement, la plupart des IA, une partie des IA se paramètrent avec les réseaux sociaux.
Donc, plateforme des sociales. Et puis, voilà, c'est vraiment une révolution dans la société. On veut des objets communicants autour de nous et intelligents qui gèrent, comme je le disais tout à l'heure, en termes d'application, par exemple, notre santé. Et puis, là, je ne vais pas y revenir, Clancy en a parlé, c'est la notion des composants qui sont de moins en moins chers, l'amélioration de tout ce qui est communication, etc. Donc, en fait, ça bénéficie de tout ça. Alors, transparence. Et en fait, côté vraiment pur IA, qu'est-ce qui était vraiment la barrière? Comme je l'ai dit, la clé de voûte, c'est il faut de la donnée étiquetée, de la puissance de calcul. Et en fait, à l'heure actuelle, pour avoir une petite idée, quand on parle d'un poids, c'est un paramètre à régler dans notre structure. C'est 2-3 exemples, par exemple, d'apprentissage. Les structures actuelles dont on parlait quand on parle de deep, c'est hallucinant, le volume de données qu'il faut pour les entraîner. Donc, c'est un vrai challenge. Donc, la puissance de calcul, ça pose plein de questions en termes de ressources, par exemple, énergétiques, tout bêtement, de stockage, des choses comme ça. Et puis, le problème de la donnée étiquetée, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que dans beaucoup de domaines, on veut partir sur cette donnée, sur ces stratégies d'IA. Mais, par exemple, quand nous, on travaille avec différentes industries, la donnée étiquetée n'est pas forcément présente ou alors en faible volume. Donc, la révolution IA, c'est justement d'aller sur des stratégies qu'on appelle faiblement supervisées, c'est-à-dire des stratégies qui vont être capables peut-être de partir d'un petit corpus, de créer des premières solutions et puis donc, petit à petit, d'aller plus loin. Alors, juste un petit mot pour le deep learning, puisque l'apprentissage profond dont on entend beaucoup parler. C'est-à-dire que, alors pareil, c'est un papier, le deep learning, pour bien replacer les choses, c'est un papier de 94, de 1994, mais qui a explosé ces dernières années. Mais pour bien avoir en tête, en fait, cette révolution deep, qu'est-ce que c'est? C'est enlever cette étape de modélisation. C'est-à-dire, si vous vous rappelez ma chaîne, j'observe le monde réel, j'ai un monde numérisé et à partir de là, je fais appel à un expert pour qu'il me explique qu'est-ce qu'il faut que je regarde, si je puis dire, pour bien décrire la scène, pour avoir des bons éléments discriminants que je puisse mettre en entrée de mon intelligence artificielle. Et ça, c'est un travail qui n'est pas simple, cette définition. La révolution deep, c'est d'enlever cette partie modélisation et de la transférer aussi à l'apprentissage. C'est-à-dire que dans la révolution deep, dans l'apprentissage profond, on prend les données brutes et lors de l'apprentissage, on règle deux choses, à la fois le système de prise de décision dont je viens de parler et aussi la construction du descripteur, c'est-à-dire les éléments qui résument l'information qui est présente dans le monde que je viens de numériser et qui me permettent de prendre la bonne décision. Alors, c'est fascinant, c'est-à-dire qu'on obtient des résultats très, très impressionnants. On en entend parler. Il y a une petite faiblesse ou une grosse faiblesse dans certains domaines, c'est que des fois, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est face à des énormes boîtes noires, les données brutes rentrent, la décision sort. Comme on a un gros corpus, ça fonctionne très bien, mais on ne sait pas ce que l'algorithme a pris pour prendre la bonne décision. Et par exemple, si vous travaillez dans des domaines, l'IA est en train de rentrer en force, par exemple, dans le domaine du médical, il y a une vraie question de diagnostic. C'est-à-dire que quand on travaille avec les collègues médecins, il y a un questionnement sur OK, ça marche sur mon corpus, ça fonctionne sur mon corpus, mais qu'est-ce qui a permis de prendre la bonne décision? Parce qu'on ne peut pas s'en remettre complètement à la machine. Et donc, ça, c'est une vraie difficulté. Et dans plein de secteurs, si vous prenez l'aéronautique, par exemple, on travaille dans le cadre avec Thales pour poser des avions avec de l'intelligence artificielle. Vous comprenez bien qu'il faut tout contrôler dans la chaîne des décisions. Vous ne pouvez pas vous en remettre à un corpus en disant « j'ai 99% de réussite sur le corpus que je teste ». Parce que vous voyez où peut être la difficulté. Donc, il y a encore beaucoup de choses. C'est-à-dire que, clairement, c'est un vrai challenge. C'est très intéressant.
mais on a l'impression peut-être quand on écoute rapidement, peut-être des fois certains politiques, que tout est fait. Non, on est à la première marche et il va falloir comprendre beaucoup de choses pour aller vers les autres marches. Ok, merci Philippe, je vais prendre la suite. Donc pour conclure, je dirais sur cette partie IoT intelligent, néanmoins je pense qu'il est, il est nécessaire de se poser quand même un certain nombre de questions, même si on n'a pas les réponses aujourd'hui. Mais voilà, est-ce que l'IoT intelligent n'offre que du positif? Donc quand on regarde les objets connectés eux-mêmes, bien sûr il y a des process d'optimisation énergétique au sein même des objets. Mais en face de ça, il y a une augmentation des data centers pour traiter les données. Voilà, donc tout ça, il y a forcément une réflexion à avoir là-dessus. On ne peut pas non plus ignorer les aspects écologiques, notamment les déchets qui sont générés par l'IoT, que ce soit l'électronique, les piles, les batteries, les boîtiers et d'autres encore. Les failles de sécurité qui existent, voilà, quelles conséquences ça peut avoir selon les applications. Ayons ça en tête. Les aspects de santé aussi, on est toujours à la question de finalement les aspects, les ondes électromagnétiques sur le corps humain, voilà, dangereux, pas dangereux, question difficile à laquelle on peut répondre aujourd'hui. Ou encore effectivement toutes ces données qui sont récoltées, comme le disait Philippe Carré, elles sont très très importantes. Voilà, donc par rapport au justement RGPD, contre tous les grands qui génèrent de la donnée. Voilà, il y a un certain nombre de réflexions à avoir là-dessus, et bien sûr j'en oublie plein d'autres. Voilà. Juste pour terminer, on ne pouvait pas ne pas vous parler du master objet connecté. Très rapidement, parce que je vois que le temps en passe et puis qu'il faut laisser la place aux échanges. Donc, nous avons créé depuis 2018 sous l'impulsion de Christian Châtelier, un master autour des objets connectés. Et finalement, on se place sur le même périmètre que ce que l'on vient de proposer, à savoir capter la donnée, la transmettre, et puis tout ce qui est analyse et intelligence artificielle autour de la donnée. Notre objectif à travers ce master, c'est de former des architectes IoT, donc dans tous les écosystèmes IoT. Donc ces étudiants couvrent vraiment tous ces aspects de l'IoT. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on voulait développer. Avec deux parcours essentiels, un sur l'ingénierie des objets intelligents, plutôt consacré sur la conception des objets connectés, et l'autre en sport santé connectée qui finalement s'interface entre les technologies du numérique et l'IoT et puis l'humain. Voilà, il manquait justement un maillon entre les deux, où là, on va plutôt adresser les usages du sport et de la santé connectée. Très rapidement, le premier parcours, ingénierie des objets intelligents. Donc, on retrouve les mots-clés dont on a parlé jusqu'ici, du capteur en passant par la transmission jusqu'à la partie données. Et puis la partie sport santé connectée, on retrouve à peu près ces éléments-là en allant un peu moins loin, mais en laissant une place plus importante à tout ce qui va être les usages en sport et santé, de comprendre tout ce qui est numérique et santé, d'avoir tout le recul sur le droit des données, voilà, la notion de télémédecine, de e-santé. Voilà, tous ces problématiques voilà, sont extrêmement importantes. Je vais passer ici. Donc, en termes de master, nous basons sur une pédagogie dynamique. On se base bien évidemment sur tout un savoir-faire théorique qui est fondamental, comme on l'a vu, mais bien évidemment un savoir-faire et donc une mise en pratique extrêmement importante dans notre master, et aussi apprendre à travailler en groupe. Voilà, tout ce qui est notion d'intelligence collective, travail en groupe, voilà, avec le respect de deadline, de cahier des charges, etc. Donc, on a beaucoup de projets, que ce soit monodisciplinaires ou surtout multidisciplinaires, parce que l'IoT, effectivement, vient mélanger plusieurs disciplines à l'intérieur même du master, mais en fonction de l'application visée, bien évidemment, on est sur des secteurs métiers qui peuvent être très différents les uns des autres.
C'est pourquoi, pour tous nos étudiants, nous mettons à la disposition un kit en début d'année. Nous avons un partenariat avec ST Microelectronics. Donc, que ce soit sur les aspects hardware, comme on peut voir ici, mais aussi sur les aspects software. Voilà, ils ont tous les logiciels et plateformes qui permettent de développer aussi les aspects intelligence artificielle ou data. Voilà, donc, et là, je m'adresse effectivement, je pense qu'il y a aussi des entreprises ou des personnes représentantes d'entreprises aujourd'hui ou de structures publiques ou autres qui nous écoutent. Donc, beaucoup de projets dans le master, comme je disais, hein, typiquement, voilà, station météo connectée, monde connecté, des projets longs en master 2 proposés par des entreprises, 13 semaines à temps plein, des projets IoT avec un industriel en particulier qui consacre une semaine à temps plein sur ces aspects, 2 stages obligatoires en master 1, en master 2 et une proximité proche des entreprises avec une ouverture à l'alternance, que ce soit en contrat pro ou en apprentissage. Et là, l'apprentissage ouvre à la rentrée prochaine. Donc, si jamais vous avez des stages à proposer, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons de très bons étudiants qui seront à l'écoute de tout ça. Enfin, pour terminer, une ouverture à l'international. Donc, notre master, on tient aussi à cette ouverture vers l'international en proposant une formation autour d'une école universitaire de recherche selon le modèle des graduate schools anglo-saxonnes. Donc, un parcours sélectif tourné vers la recherche, l'innovation et la mobilité internationale avec une immersion très tôt dans le laboratoire XLIM. Et enfin, un master européen que nous sommes en train de mettre en place puisque l'Université de Poitiers fait partie d'une alliance de 7 universités européennes et les étudiants auront la possibilité dans le domaine du sport, plutôt de la santé et du bien-être, de pouvoir faire des mobilités avec nos partenaires. Et ce master, bien sûr, couvre le secteur technologique, scientifique, au sens où on l'a présenté, mais également voilà, tous les aspects en lien avec la santé et le bien-être. Voilà, que ce soit les aspects psychologiques, physiologiques, sport, mécanique, etc. Donc, tout y est. Et enfin, pour candidater, si jamais il y a des étudiants qui nous écoutent, sur e-candidat, donc disposer d'une licence 3 scientifique ou son équivalent. Et puis voilà, nous proposons 4 parcours, on va dire, 4 colorations, avec 2 qui sont nouveaux, qui sont tournés vers l'international et les aspects recherche et innovation. Et voilà, nous avons terminé. Je vois que l'heure tourne. Donc, merci en tout cas pour votre attention. Nous sommes prêts à répondre à vos questions, réactions, remarques. Merci à tous. Merci à tous les deux Merci. de votre intervention. Vous pouvez peut-être départager si vous voulez, comme ça on va pouvoir laisser les gens aussi prendre la parole et puis d'ouvrir les caméras et voilà, de parler directement et de poser leurs questions. Il y a eu quelques questions dans le chat, Ouais. mais il n'y en a pas beaucoup, donc je propose que Est-ce ceux que vous qui voulez les qu'on prennent balaye la parole, Est-ce que vous voulez qu'on balaye les questions qui sont dans le chat? comme vous voulez, ou les personnes peuvent prendre la parole s'ils le souhaitent, comme vous voulez. Moi, on peut relire les questions et si vous voulez, on peut traiter. Il y a 4 questions en fait qui sont plus sur l'IA. Oui, tout à fait. Ouais. Mon collègue a des problèmes de connexion. Alors, je lance je me permets, je prends Allez-y. Quelles sont les avancées en matière de mise en parallèle entre les neurosciences et l'IA? C'est clairement un sujet, là on est plus sur des sujets de recherche. Je vais tout de suite donner une illustration très précise. C'est sur les schémas à la fois d'apprentissage, mais au sens apprentissage être humain, et par exemple dépendance. En fait, prenons un exemple très précis. Il y a des laboratoires en neurosciences qui travaillent sur ces problématiques de dépendance à la drogue, etc. Et en fait, ces mécaniques de dépendance marchent par des notions de récompense à court terme, récompense à moyen terme, récompense à long terme. Là, je parle du cerveau humain. Eh bien, en fait, si vous prenez l'algorithme DeepMind, qui donc a battu l'être humain, donc déjà sur des jeux et puis son évolution aux échecs et au Go, fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'il joue aux échecs pas pour gagner une pièce à court terme, mais pour au bout du bout gagner la partie. Eh bien, en fait, typiquement, une illustration, on est en train de mettre
en parallèle l'apprentissage suivant des schémas machines et l'apprentissage, ou disons le fonctionnement du cerveau humain et de voir un peu les paramètres, etc., l'ajustement des paramètres, etc. Donc oui, il y a une vraie communication entre les deux. Donc, c'est quelque chose qui bouge. Et en fait, on pourrait penser, et je conclus sur cette question, on pourrait penser que c'est la biologie, ou disons la médecine, qui influence l'apprentissage machine. Mais j'ai fait exprès de prendre l'exemple, celui que je viens de citer, parce que vous voyez, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'avec les paramètres de l'apprentissage machine, on essaye de comprendre le comportement humain. Donc, c'est un peu… voilà, je trouve ça intéressant parce que c'est à l'envers en quelque sorte. Excusez-moi, Nicolas Magny, c'est moi qui posais la question. Ce que je visais aussi, c'est ce qui n'est pour l'instant pas modélisable au niveau neuronal, c'est tout ce qui concerne le côté très intuitif, comportement intuitif dans le cerveau humain. Et c'est des choses qui sont pour l'instant, en termes de compréhension du cerveau, extrêmement difficiles à sonder. Et j'aurais voulu savoir sur ça quelles étaient aussi les avancées. En fait, vous savez, en fait, j'ai vu, et à la limite, je peux répondre, cette notion, il y a une autre question, tout n'est pas analysable souvent par manque de données. Donc, en fait, c'est un peu, et la notion d'intuition peut-être peut se connecter à ça. Oui, clairement, à l'heure actuelle, les algorithmes sont vraiment tunés pour des choses qu'on a observées, etc. Et donc, par rapport à la question que vous aviez sur l'intuition, on en est très loin, puisque la machine, elle prend la décision en fonction de ce qu'elle observe, ce qu'elle a observé. Par contre, c'est clairement, alors je ne sais pas si on peut parler d'intuition, mais c'est clairement en fait, dans les tuyaux, et pour répondre à la question, est-ce qu'on pourra aller vers des domaines où on manque de données, c'est d'essayer à partir je dirais, d'observations à échelle très réduite, d'arriver à une espèce de modélisation un petit peu de ce que je suis en train d'observer pour avoir une capacité de généralisation beaucoup plus grande que simplement ce qu'on est capable de faire. On en est très loin. À ce stade-là, quand on arrivera à faire vraiment ça, en tout cas, bon, ça bouge tous les jours, hein. Donc peut-être hier, il y a un papier qui est sorti où il y a quelque chose qui dit on arrive à le faire. Mais cette notion d'intuition et donc cette notion d'être capable de généraliser avec très peu d'observations, etc., il y a encore du travail. En fait, si on prend ce qui a beaucoup le vent en poupe actuellement dans les schémas d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire qu'au début, on a peu d'exemples et l'intelligence ou le robot ou l'objet connecté vit sa vie. Et au fur et à mesure de ce qui se passe, il renforce son raisonnement. Alors, est-ce que c'est de l'intuition? Non, parce que c'est quand même… mais par contre, on est parti d'un faible volume de données et on se construit une intelligence. Voilà. Et donc, c'est un peu l'apprentissage humain quand même, des expériences. C'est l'éternel débat entre l'inné et l'acquis. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je fais un focus tout de suite sur est-ce que c'est vraiment de l'intelligence? Pour l'instant, on est sur du brut de force. Et il y avait une dernière question sur on classe, on trie et si besoin, on exclut de la donnée pour décider. Quid de la notion d'éthique dans la mise en place des algorithmes? C'est toujours moi. D'accord. Excusez-moi, je me permets de justifier ma question. Alors, je ne veux pas faire d'anachronisme, mais je pense qu'on est une époque qui ressemble furieusement au 19e siècle. Alors, peut-être pour des raisons différentes, mais avec l'intensification des chaînes de progrès au niveau industriel et plus particulièrement sur l'évolution des mentalités en ce qui concerne les observations et ce qui concerne le naturalisme, sur des questions d'orientation des mentalités en matière d'eugénisme, où il y avait à l'époque cette nécessité de trier les choses, de les classer et peut-être de les exclure.
Donc ça, c'était vraiment la mentalité. On retrouve un petit peu cette logique dans cette notion d'acquisition de données, où en fait, la donnée, on va la trier, on va classer, on va la hiérarchiser, et puis on va l'exclure. J'aurais voulu savoir, dans cette définition des algorithmes, où en est cette notion d'éthique. Alors, en fait, il n'y a pas forcément a priori de tri. C'est-à-dire que il n'y a pas dans la stratégie, dans la constitution du corpus, une notion de tri ou des choses comme ça. En revanche, il y a un élément qui est très important. Justement, ce que je disais, c'est que la base de ces algorithmes d'intelligence artificielle, c'est de modéliser les grandes classes. Donc, on essaye de modéliser une espèce de normalité. Donc, en fait, à partir de là, vous mettez en place des systèmes de décision qui, globalement, probablement en tout cas, vont prendre des décisions à partir d'une espèce de normalité. Donc, tout ce qui sort de cette normalité, soit sera pas retenu, etc. Donc, c'est là où il peut y avoir le biais, c'est dans la constitution de votre corpus. Après, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais l'intelligence artificielle, ce ne sont que des algorithmes. Hein. C'est l'être humain qui a la main dessus, qui a la main sur sa stratégie d'apprentissage, qui a la main sur la stratégie de paramétrage, etc. C'est-à-dire que si on… problème. Ouais, mais si on va vers ça, on est les seuls responsables. Voilà, c'est ça. Et ce que je voulais amener comme réflexion, c'est qu'on est dans une logique du faire-faire, quoi. C'est-à-dire que l'homme se cache derrière la machine. Et alors, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais en fait, quand on prend une décision, on dit ah bah non, c'est pas moi, c'est l'algorithme, quoi. Et c'est là le côté vicieux des choses. Et c'est pour ça que je parle d'éthique. En fait, c'est pour ça que, alors, bien, c'est logique, mais quand on travaille dans des domaines type le domaine médical, on a une terminologie qui est vraiment très précise, c'est l'aide au diagnostic. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit dans tout système intelligent, à part vraiment de la manipulation de base. Je dirais que, je ne sais pas, optimiser un parcours. Bon, s'il y a des raccourcis qui sont pris, c'est le cas de le dire, ce n'est pas grave. Par contre, dans toute décision qui a une implication peut-être, alors là, la santé, c'est évident, mais même sur la société, etc., faut laisser l'algorithme à la place qu'il doit avoir, c'est de l'aide au diagnostic. Et donc, à partir de là, ça permet, mais on le faisait avant, hein, quand vous calculez des moyennes, pour observer un phénomène, vous calculez des moyennes, on faisait déjà ça, simplement, on n'avait pas tout cet outillage, mais parce que l'être humain n'est pas capable, et c'est normal, hein, d'avoir un gros tableau et de le synthétiser. Donc, il a besoin d'indicateurs synthétiques pour prendre ses décisions. Donc, ce n'est pas un problème lié à l'IA, hein, je pense. Voilà. Ça existait déjà avant. Simplement, là, on est passé à la vitesse supérieure. Mais il faut rester, où je vous rejoins, pour moi, de l'aide à la décision. Merci. Je vous en prie. Et nous avions aussi une question sur l'ordinateur quantique posé par Emmanuel. Ah oui, pardon. Je l'ai pas traité. Alors, l'ordinateur quantique, alors, on y met beaucoup, on en est très loin. Hein. Après, moi, je ne suis pas spécialiste d'ordinateur quantique, mais de ce que je connais quand même, on en est très loin. Oui, il y aura cette idée, de toute façon, de la notion d'accélération au niveau de l'apprentissage. On retrouve la même chose dans les questions de sécurité de données. Hein. C'est-à-dire qu'actuellement, quand vous payez avec votre carte bleue sur Internet, c'est inviolable normalement. Si un jour, il y a des ordinateurs quantiques, cette sécurité tombera. Donc, en fait, ça aura des impacts dans plein de domaines. On en est loin. Pour l'instant, on en est loin, mais oui. Normalement, sur le papier, oui, ça pourra accélérer. Mais il y aura toujours le problème de la donnée quand même qui sera là. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, interventions? N'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir vos caméras, il n'y a pas de souci. Là.
Personne? Pas de questions? Tout était clair du coup? Moi, j'ai trouvé que c'était très clair et très pédagogique. Moi, je vous remercie parce que je trouve que Oui, c'est François je Gans. pense. Oui, François. Oui, c'est un complément. Donc, merci pour cette présentation très intéressante. Deux remarques en fait. Une première remarque sur les transparents. J'étais découpé en 5 processus, les objets connectés. Donc, ça partait de la collecte et jusqu'à la fin, la décision, je crois, de mémoire. Moi, je rajouterais bien une étape intermédiaire qui est le stockage, qui n'apparaît pas sur ce diagramme. Ça, c'est un premier commentaire, enfin, ou remarque, ou réflexion, je ne sais pas. Et le deuxième point, c'est sur la consommation énergétique. Donc, il a été dit que, en fait, comment dire, ce qui consommait beaucoup, c'était les data centers. Et en fait, moi, je ne suis pas convaincu que ça soit le stockage qui consomme beaucoup, mais plutôt les algorithmes d'IA qui sont joués et rejoués à je ne sais pas combien de fois, mais le chiffre N, à mon avis, pourrait faire peur. Alors, si je peux me permettre, sur les data centers, en fait, quand on parle de data center, par exemple, là, on est en plein là-dedans avec le CPER, etc. Quand on parle maintenant d'un data center, finalement, on y inclut le calculateur, en fait. Oui. C'est-à-dire que le data center, derrière, on y met vraiment tout le service numérique. Typiquement, quand on parle du data center Nouvelle-Aquitaine, on y met à la fois les services numériques cloud, la machine, le supercalculateur, etc. Donc, bien, oui. Je pense qu'il serait intéressant de séparer les deux dimensions parce que pour ne pas faire d'amalgame, en fait, entre le calcul et le stockage. En fait, tu as raison. En fait, ce qui se passe, c'est que clairement, c'est au moment où on entraîne qu'on consomme énormément d'énergie, en fait. Oui, mais c'est ce que je pense. Je suis convaincu. Et c'est pour ça, souvent, on fait le parallèle par rapport à l'open data, le coût du stockage. Et attention, pour moi, ce n'est pas le stockage qui a un coût, c'est vraiment le traitement. Alors, ça a un coût quand même. Énergétique, je dis bien. Je ne vais pas lancer. Mais énergétiquement, il faut quand même maintenir. Parce que le problème, c'est que si vous dites ça, en fait, on ne met plus de bornes. On le voit bien au niveau des établissements. Là, je parle avec une autre casquette. Oui, mais on fait l'impasse sur l'usage. Le raccourci, c'est qu'on ne voit que le stockage et on n'analyse que le stockage au niveau énergétique. Et ça, c'est dangereux. Tout à fait. Mais non, c'est clair que, par exemple, au niveau de l'établissement, au niveau de la DSI, notre gros problème, c'est le refroidissement des machines de calcul, quoi. Ah bah oui, je partage. Oui, pour le coup, c'est la conséquence de rejouer et de refaire des calculs qui font que… c'est très consommateur, en fait. Voilà. Ouais. C'était mes commentaires, enfin, ou mes remarques. Merci en tout cas, on prend note effectivement. Je suis d'accord sur la partie stockage. Alors c'est vrai que c'est une vision, quand on parle des piliers, c'est une vision effectivement simplifiée, vulgarisée, on est d'accord. Et comme le dit mon collègue, quand on parle de data center, effectivement, nous, on intègre tous ces aspects-là justement parce que si on commence à rentrer dans les détails et puis quantifier, on ne sait pas vraiment dire, difficile à quantifier précisément. Voilà, donc c'est plutôt une idée de réflexion à avoir. Une autre question d'Emmanuel. Tu veux prendre la parole, Emmanuel, directement? Malfossé, si tu veux la poser. Autrement, je peux la reprendre, je la vois, c'est sur le stockage. Vas-y, Emmanuel, du coup. Non, je disais simplement parce qu'on se pose la question de l'hébergement des données, parce qu'effectivement, donc moi, excuse-moi, je ne suis pas présenté, moi je suis directeur immobilier à Grand Poitiers. On est en train de déployer, de s'interroger sur le déploiement de flottes de capteurs. Alors, on a déjà commencé depuis un certain nombre d'années. Mais la question que je me pose, car je ne suis pas là dans mon domaine, c'est est-ce qu'il est plus pertinent d'héberger les données chez nous sur un serveur qui appartient à la collectivité, ou est-il plus pertinent pour des questions de sécurité d'externaliser cette prestation chez un de nos prestataires, par exemple? C'est une question qui est complexe en fait. Là, par exemple, moi je peux vous répondre. Je prends parce que c'est vrai que je me suis pas en fait en même temps que chercheur, je suis vice-président en fait au niveau de l'université de Poitiers de tout ce qui est système d'information et du numérique à l'université. Et la question que vous posez en fait, c'est une question sur laquelle on doit trancher politiquement parlant. C'est pour ça que je parlais du data center tout à l'heure en fait au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. En parallèle de ça en fait, pour avoir une vraie sécurité, en fait il y a différentes choses de sécurité. Il y a la sécurité au niveau
vos données quand elles sont archivées, c'est-à-dire qu'elles sont définitives, et est-ce que vous avez aussi besoin d'une sécurité d'évolution de la donnée? C'est-à-dire que à 9 heures, vous faites quelque chose, votre donnée se modifie, à 10 heures, à 11 heures, à midi, est-ce que vous devez garder ce processus temporel pour être capable de revenir 2 heures avant? Et vous voyez, en fait, selon déjà, rien que ce questionnement par rapport à quel type de sécurité vous cherchez, vous allez en fait avoir différentes solutions. Et par exemple, sur des établissements type l'Université de Poitiers, surtout les laboratoires ou toute la partie SI, par exemple pour les étudiants, etc., on va sur des solutions où en fait la donnée est sécurisée en 3 points différents géographiquement. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en train de déployer une grosse solution de stockage entre Bordeaux, Pau et Poitiers. Et en fait, où vous aurez réplication. Ce n'est pas 3 endroits différents. Mais pour être sûr, on a tous en tête l'exemple de ce qui s'est passé, le centre qui a brûlé de stockage. Donc, vous voyez, en fait, ça dépend. Enfin, c'est très compliqué, hein, la question de la sécurité. Après, ça soulève toutes les questions de souveraineté numérique. Ouais, on a des débats en interne sur ces questions-là. Et pour l'instant, on est plutôt sur dire on stocke de données chez nous au maximum, plutôt que de les mettre effectivement à l'extérieur, avec après, bien sûr, tous les systèmes de sécurité, de sauvegarde et tout ce qu'il faut. Et le problème, c'est que si vous le mettez chez vous, est-ce que vous avez cette duplication des données? Parce que si jamais la machine, elle crame… C'est ça, tout à fait. C'est mort. C'est toutes ces questions-là. Ouais, non, tout à fait. C'est la question OVH s'est posée. Hein. Il y a certains, la preuve, hein, il y a un certain nombre qui n'ont pas pris le service qui allait avec, c'est-à-dire le service proposé qui a un certain coût, et beaucoup ont perdu leurs données définitivement. Hein. Enfin, sur cette opération d'OVH, si on en parle, c'est quand même douloureux pour un certain nombre d'entreprises, de petites entreprises souvent, parce que les plus grosses, généralement, ils ont quand même pris cette duplication, mais malgré tout, pas toutes. Hein. Il y a quand même des données perdues. Hein. Et il y a des données perdues, même au niveau national. Si on prend l'exemple de data.gouv sur l'adresse, il y a des données qui ont été perdues. Une salle serveur, une salle serveur, ça se duplique. Il suffit, même si ce n'est pas physiquement sur le même lieu, on peut peut-être régler la question plutôt facilement, j'ai envie de dire. Oui, non tu as raison, mais encore faut-il le prévoir dans effectivement son process et son rétablissement de service. OVH, c'est ça c'est là où ça a pêché pour certaines entreprises, c'est ça. C'est que si tu ne payes pas le service, tu as le minimum. Et le minimum, c'est à un endroit précis. Là, c'était Strasbourg. Si tout s'est envolé en fumée pour certains. Hein. C'est ce qu'on appelle le cloud. Oui, c'est parti en fumée. On appelle le cloud. Voilà, c'est ça. Et comme c'est dit dans le chat, c'est un coût non négligeable. Tout à fait. C'est très, très cher. Parce que si vous voulez avoir… parce que justement, tout à l'heure, on débattait sur ces notions de data center. Actuellement, on est en train de mettre en place au niveau de l'établissement une solution justement là de stockage et pas de calcul. Et pour tout ce qui est l'électricité autour, les fluides au sens large, etc., c'est des sommes faramineuses, quoi. Alors, c'est vrai qu'on est sur des volumes de stockage gigantesques, mais c'est très, très coûteux, quoi. Ah oui, c'est des gros sujets. Je pense qu'on pourra en discuter des heures sur ce sujet-là. C'est à la fois passionnant et à la fois déroutant et intriguant aussi des fois. Et ça interroge. L'exemple d'OVH a interrogé beaucoup de gens, je pense. Forcément que ça bouscule un petit peu ces interrogations sur cette question de données, de sécurité, de souveraineté numérique, etc. Plus les questions de piratage. Il y a aussi cette question-là et cette question de piratage. en train de monter en puissance avec toutes ces attaques de collectivités et d'institutions publiques comme les hôpitaux qui amènent aussi nos services informatiques à être de plus en plus frileux, et je peux l'entendre, sur l'accès des données à l'extérieur, et donc qui empêchent aussi d'avoir accès à la puissance de calcul nécessaire à la production du service. J'entends par là, si on veut une prestation pour prédire nos données de consommation et identifier des dérives, encore faut-il que notre prestataire puisse avoir accès à nos données. Mais si nous, on les héberge, ces données, et qu'en même temps, on y met des règles de sécurité extrêmes, eh bien finalement, on n'a plus accès à notre service. D'où ce curseur à faire varier entre souveraineté, propriété et sécurité, qui pour moi… tout à l'heure, je voyais
les conflits qu'il pouvait y avoir, notamment en termes de portée et technologie, ben là c'est un peu pareil, c'est où on met le curseur entre sécurité et le curseur service, voilà, finalement. Tout à fait. Et on n'a pas abordé les transactions de recettes, hein, parce que là aussi, c'est des questions qui se posent dans le cadre des masses. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas les mobilités as a service, donc les briques de mobilité, avec les répartitions de recettes et tout ce qui est système d'orchestration de répartition de recettes, d'une complexité sans nom, avec à la clé des hébergements de données, des bases clients, des transactions bancaires. Donc, effectivement, il y a des questions de gouvernance de données qui sont de plus en plus prégnantes avec ces nouveaux systèmes qui sont en train de se mettre en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole? Non? Bah, dans ces cas-là, on va en rester là pour aujourd'hui, pour ce Data Sandwich. Donc, il a été enregistré, donc il sera disponible sur la plateforme Open Data. Hein. Vous pourrez le revoir, vous pourrez le diffuser largement autour de vous. Donc, voilà. Et puis, si vous en êtes d'accord, tous les deux, est-ce que votre support pourra être mis à disposition également sur la plateforme Open Data? Oui, on peut le mettre à disposition avec plaisir. Ouais. Donc, on le mettra avec plaisir, du coup, sur notre plateforme, là-dessus. De manière, vous le mettez en lieu sûr et sécurisé. Hein. C'est ça. Parce que, et c'est gratuit, je suppose. Et gratuitement, ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que sinon, on va hésiter. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le mot de la fin, du coup. Hein, ouais, c'était la conclusion, effectivement. Non, merci. C'est une très belle conclusion. Ça tombe très bien comme conclusion, je trouve. Merci beaucoup à tous, en tout cas, pour voilà, c'était vraiment chouette. C'était vraiment un moment très agréable. Merci pour vos réactions, vos remarques qui nous ont tous enrichis, je pense. Donc voilà, merci à tous. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Monsieur Perrine, Monsieur Carré, vous pouvez rester avec nous.